Il existe 1001 manières de commettre un crime de sang. Les criminologues les étudient car l'imagination des tueurs est sans limite. Et les modes opératoires sont aussi variés que les personnalités de ceux qui les commettent. Dans mes histoires, j'ai eu l'occasion d'évoquer des centaines de cas. J'ai dressé le portrait de quantité de psychopathes. J'ai pourtant rarement eu connaissance d'un fait divers comme celui-ci où le mystère le dispute à l'angoisse. Nous sommes le 22 décembre. Au volant de sa voiture, le commandant Miller de la police judiciaire fait la grimace. Il fait nuit, il neige. Mais ce ne sont pas ces conditions atmosphériques détestables, mais normales pour la saison, qui contrarient l'officier de police. Non. Il vient d'apprendre qu'une femme vient d'être assassinée sur le parking d'un immeuble dans un quartier populaire. Un drame malheureusement banal dans une grande ville en proie à des bouffées périodiques de violence. Pourtant, le commandant Miller a de bonnes raisons de penser qu'il s'apprête à passer le pire Noël de sa carrière. Je vais voir du côté de la bagnole, ok? Tout à l'heure. Ce soir-là, j'étais pas de service. Je me souviens, ma coéquipière m'a appelé. Je devais aller au cinéma avec ma femme, Florence. C'était la première soirée depuis une semaine que je m'étais accordé pour aller au cinéma avec Flo. Raté, quoi. Et j'ai tout de suite sauté dans ma voiture, j'ai mis le gyrophare sur le toit et je me suis rendu sur le lieu du crime. Le meurtre du 22 décembre, j'en ai entendu parler le lendemain, quand l'affaire a éclaté. Mais j'avais déjà lu dans le journal l'article sur l'assassinat de la coiffeuse. Une petite blonde. Ils avaient montré sa photo dans la page des faits divers. Quand je suis arrivé sur le lieu du crime, j'ai soulevé la couverture et je me suis aperçu que c'était une femme qui avait été sauvagement poignardée. Même arme, même blessure. On s'est rendu compte en fait que c'était certainement le travail d'un tueur en série, le pire cauchemar des flics. Parce que même s'il y a des mobiles, c'est toujours très difficile à déterminer. Alors tout ça, ça m'avait bouleversée. J'arrêtais pas de penser à ces malheureuses. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille? Enfin, surtout en période de Noël, d'ailleurs. J'ai commencé par interroger le mari. Apparemment, il pouvait rien me dire. Il était complètement abattu. J'avais très peu d'informations, hein. D'habitude, ce genre de fou sadique s'attaque toujours au même type de femmes. Les blondes, les brunes, les jeunes, les vieilles. Et là, en fait, dans cette affaire, tout opposait les deux victimes. L'une était jeune, l'autre beaucoup plus âgée. L'une était coiffeuse, l'autre infirmière. Et là, on s'est vraiment rendu compte que l'enquête allait être très compliquée. Quel était le lien entre ces deux femmes? Qu'est-ce qui avait déclenché la folie meurtrière de ce criminel? C'est la question que nous nous posions. Le commandant Miller relit avec attention le rapport d'autopsie réalisé sur la victime du premier meurtre, celui de l'infirmière. Et brusquement, un détail qu'il avait négligé lui saute aux yeux. Le médecin a noté la présence d'une forte coxalgie, autrement dit, d'une importante déformation de la hanche. Le policier téléphone au mari de la victime pour en avoir confirmation. Et ce dernier dit qu'effectivement sa femme était affectée d'une douloureuse claudication qui la faisait souffrir depuis toujours. J'avais enfin trouvé le point commun entre les deux victimes. Elles boitaient toutes les deux. Une depuis quelque temps déjà et l'autre après une maladie. Je n'avais que ça. Quitte à avoir l'air ridicule, j'ai quand même informé les médias locaux. Mais le soir du 23 décembre, il y avait un message au journal télévisé. En fait, c'était un officier de police qui expliquait à toutes les femmes qui boitaient qu'il fallait qu'elles redoublent de prudence dans les jours à venir. Il était marrant parce qu'en fait, il était très embarrassé et il bafouillait parce qu'il savait pas du tout comment dire aux femmes qui boitaient de rester chez elles. On était en pleine période de Noël, tout le monde était dehors avec ses paquets. Alors j'ai demandé du renfort. Je voulais protéger la population. Et j'ai fait appel à la brigade féminine. Ouais, donc Miller nous a appelés et je suis intervenue avec 5 de mes collègues féminines. La plus frêle d'entre nous était capable d'immobiliser un colosse par une prise de judo ou un coup de karaté. On n'est pas des brutes, mais on est assez bien entraînés, on doit le dire, dans la police. Et Miller nous a donné ensuite un itinéraire et il nous a demandé de nous exercer à boiter, voilà.
D'ailleurs, ça a suscité le fou rire général et le chef n'a pas vraiment apprécié. Non, ça m'a pas vraiment plu, non. Le 23 décembre à 22 h, le dispositif était en place. Nous n'avions plus qu'à attendre. Et c'est là que j'ai eu un doute. Ouais, je m'en souviens. T'as commencé à flipper, tu t'es dit, si jamais l'assassin, il s'intéresse pas seulement qu'aux boiteuses. Le flip général. Oui, c'est vrai qu'il pouvait attaquer à ce moment-là n'importe quelle femme. 24 décembre, 5 h du soir, les rues illuminées du centre-ville sont pleines de gens pressés. Pour lui permettre d'effectuer ses derniers achats, la banque où travaille Judith l'a libérée 1 heure avant la fermeture. La jeune femme est d'humeur enjouée, elle se hâte, les devantures des magasins scintillent de 1000 feux et un immense sapin égaye la Grand Place. Et bien ce soir-là, voilà, je suis passée dans le grand magasin Nicolas et Marjorie. Mes enfants voulaient des grandes chaussettes à accrocher sur la cheminée. Ensuite, je suis allée chez le boucher pour aller chercher la dinde qu'on avait commandée. Et alors là, j'étais empêtrée dans tous mes paquets. C'était lourd, c'était pesant. En plus, il commençait à neiger. Donc là, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller prendre le bus. Impossible, il était bondé. Bon, bah, alors à ce moment-là, j'ai décidé de rentrer à pied. J'étais assez soulagée parce que la matinée n'avait rien donné. Et à mon sens, il était peu vraisemblable que l'assassin attaque alors que les rues étaient pleines de monde et que tout le monde était en train de chercher leur paquet pour les veilles de Noël. Et pourtant, Miller était toujours anxieux, il avait toujours un doute. Alors, les policiers ont tenu continuer à quadriller le secteur. Et nous, les agents d'intervention, on continuait à boiter, merci, toujours en sillonnant les rues et pour surveiller, quoi. Alors maintenant, j'étais plus très loin de chez moi. Et j'ai décidé de prendre un raccourci. En fait, c'est un chemin qui traverse le terrain vague. Je le prenais très souvent quand j'étais pressée. Oh non. Pardon. Ah. Et j'étais empêtrée avec tous mes paquets. Et puis j'avais aucune envie de rester plus longtemps dans cet endroit sinistre. C'était quand même pas... Mais je craignais pas du tout le tueur. Parce que le policier avait dit qu'il s'attaquait qu'aux boiteuses, finalement. La nuit était tombée et la pression était montée. J'avais demandé aux agents de me tenir au courant des moindres faits et gestes inhabituels. Alors là, je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai dû buter contre une pierre, je me suis étalée, mais alors de tout mon long. J'ai lâché tous mes paquets dans la boue, les jouets pour les enfants, la dinde de Noël. J'étais énervée. Je fulminais toute seule, comme ça, dans le noir. Judith se baisse pour ramasser sa dinde et soudain, elle pousse un cri de douleur. Son pied droit la fait atrocement souffrir. Elle s'est sûrement foulé la cheville. Elle essaie de faire quelques pas avec précaution, mais la douleur est vite intolérable. Et puis, en un éclair, elle éprouve une sensation de vertige, une peur incontrôlable. Elle réalise qu'elle est seule, perdue au milieu de la nuit dans un terrain vague, boueux, loin de tout secours et des lumières rassurantes de la ville. Et puis surtout, quelle boîte! J'ai entendu des pas pesants derrière moi. Alors je me suis instinctivement arrêtée de marcher, ou plutôt de boiter d'ailleurs. C'est vrai, un instant auparavant, je craignais rien du tout. Et là, d'un coup, d'un seul, tout avait basculé. De manière complètement stupide d'ailleurs. Je n'osais plus du tout bouger. Quelqu'un s'approchait de moi. J'ai senti son souffle sur ma joue. Et là, l'homme s'est arrêté, il m'a dit « Bonsoir ». C'était quelqu'un d'à peu près mon âge, bien habillé, plutôt élégant même. Un manteau bien coupé, une écharpe en cachemire, des cheveux courts, des petites lunettes. J'étais vraiment soulagée à ce moment-là, parce que je me suis dit que c'était quelqu'un qui rentrait chez lui, comme moi, qui allait peut-être m'aider à porter mes paquets en plus. L'inconnu scrute Judith avec un léger sourire ambigu. En dépit du froid, la jeune femme sent de la sueur brûlante lui couler le long du dos. Car, à bien y réfléchir, l'homme n'a rien de rassurant, bien au contraire. Judith aurait préféré avoir affaire à un voyou avec une chaîne de vélo dépassant de sa poche. Lui, au moins, aurait été à sa place dans ce terrain vague sordide. Car, que fait cet homme distingué et silencieux dans ce décor de fin du monde ? Là, nous étions seuls, le tueur et moi, au beau milieu du terrain vague. J'ai compris qu'il m'avait vu boiter, que c'est pour ça qu'il était là. Et que si je voulais rester en vie, il fallait surtout pas que je bouge, à aucun prix. Il a ironisé et il a dit « Vous avez remarqué que vous avez les pieds dans une flaque d'eau ?» Je suis restée silencieuse et il a ajouté « Vous n'avez pas remarqué qu'il neige ?»
Vous n'avez pas remarqué que vous avez laissé tomber vos paquets par terre? Je ne savais plus du tout quoi répondre. Et là, l'homme a dit d'une voix douce, mais trop douce. Marchez. J'ai compris en un éclair que si j'obéissais, j'étais perdue. Quand je me suis engagée sur le terrain vague, la femme était en train de parler avec un homme grand, élégant. Et je voyais pas grand-chose dans l'obscurité, mais j'avais vraiment l'impression qu'ils se connaissaient. Et après, je me suis posé la question, mais pourquoi s'arrêter comme ça, dans un terrain vague, sous la neige en plus? Et je me suis dit que c'était peut-être un couple illégitime qui essayait de se retrouver à l'abri des regards, je sais pas. En fait, j'ai pensé ça, et puis je suis repartie discrètement sur le chemin, quoi. Et là, il était comme en proie à une idée fixe. Il me disait « Marchez, marchez, s'il vous plaît ». Là, j'ai pas obéi. Je me suis laissée tomber par terre et je lui ai montré ma cheville tout enflée. J'ai essayé de lui expliquer calmement que c'était un accident, que j'étais pas du tout une vraie boiteuse. Et puis, il m'écoutait pas du tout. Il était comme en transe. Et il me répétait tout le temps « Marchez, marchez, marchez ». Et soudain, il est devenu comme fou. Il a sorti un immense couteau de sous son manteau et il m'a dit « Mais marchez, comme tout à l'heure, vous aviez si bien commencé ». Je sais pas pourquoi, mais je suis retournée sur mes pas. Je sais pas pourquoi, une sorte d'intuition. Et là, en fait, j'ai vu le dos de l'homme, et la femme qui était debout était désormais assise, dans la boue, carrément dans la boue. Assise et sous la neige. Et je me suis dit, ce couple, c'est vraiment un truc bizarre, quoi. Et moi, j'étais comme hypnotisée par ce couteau qui brandissait vers ma poitrine. Mais j'arrivais encore à réfléchir avec pas mal de lucidité. Je me suis dit que s'il avait envie de me tuer, il l'aurait déjà fait. Est-ce que son délire érotique ne s'assouvissait qu'en regardant une femme boiter, en fait? Donc je lui ai dit fermement, non, je vais pas marcher. J'ai pas envie, je suis très bien où je suis. Et alors là, d'un coup, toute sa physionomie, tout son visage a complètement changé. J'ai cru que j'avais un gamin devant moi. Un gamin à qui on avait refusé son bonbon. Il tempêtait, il pestait, il était frustré. Et d'un coup, je lui ai dit très calmement, d'accord, d'accord, d'accord. Je vais me lever, je vais marcher. Mais d'abord, vous allez me parler de vous, d'accord? Quand j'ai vu briller la lame du poignard, j'ai aussitôt compris l'horreur de la situation. J'ai voulu appeler Miller sur mon portable pour demander du renfort, mais j'ai compris que ça mettrait vraiment beaucoup de temps. Donc j'ai tenté le tout pour le tout. Puis en même temps, je voulais pas risquer la vie de cette femme, quoi. Donc en fait, je me suis un peu dégagée. J'ai repris le petit chemin face à eux. Et je me suis approchée de l'homme, en fait, en boitant. Et à ce moment-là, il s'est détourné de la femme. Il est venu à ma rencontre. Voilà. Ensuite, comme vous pouvez l'imaginer, tout va très vite. Surentraîné au combat rapproché, le lieutenant Belfort neutralise en quelques prises bien ajustées le tueur en série. Quant à Judith, elle n'est pas prête d'oublier cette nuit d'angoisse. Elle l'a terminée en état de choc dans une chambre d'hôpital, la cheville dans le plâtre, en compagnie bien sûr de son mari et de ses enfants. Un réveillon pas ordinaire. Et ensuite, une fois rétablie, elle s'est réveillée chaque nuit en hurlant, terrorisée par un cauchemar. Dans ses rêves, un homme silencieux et élégant l'a traquée dans un terrain vague couvert de neige. Après une course folle, l'homme parvenait à l'empoigner. Son visage se métamorphosait alors en celui d'un tout petit garçon, penaud et malheureux.